Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, les retraités de plus en plus mis à contribution. Les pensions du privé devraient ne plus être indexées sur l'inflation dès le printemps prochain. 11 millions de personnes pourraient être concernées par cette baisse du pouvoir d'achat. Il faut dire que le gouvernement a besoin d'argent, notamment pour financer les 20 milliards d'euros du crédit d'impôt compétitivité, une mesure contenue dans le projet de loi de finances rectificative dont l'examen a débuté ce matin au Sénat. À 48 heures de la manifestation qui doit rassembler les partisans du mariage pour tous à Paris, la mobilisation s'annonce forte. Comment les associations se préparent-elles? Reportage dans ce journal et débat avec nos invités ce soir, les sénatrices Esther Benbassa et Catherine Procaccia. Bonsoir à tous. Le printemps 2013 s'annonce morose pour les retraités après la création d'une taxe de 0,3% dès le 1er avril sur les retraités imposables. Les partenaires sociaux pourraient décider à la même date de ne pas revaloriser les pensions des retraités du privé au niveau de l'inflation. Un choix qui aurait pour conséquence de diminuer le pouvoir d'achat de 11 millions de personnes. Les explications de Marie Brémaud. Ce matin, autour de la table des négociations, chaque syndicat a avancé ses propositions pour financer le régime de retraite complémentaire pour les prochaines années. Et une majorité d'entre eux acceptent qu'exceptionnellement, les retraites ne soient pas indexées sur l'inflation en 2013. Mais les organisations syndicales exigent une contrepartie, une augmentation des cotisations patronales. Et là, ça coince. Une hausse des cotisations patronales dans le contexte actuel n'est pas envisageable quand vous avez finalement des marges historiquement au niveau les plus bas qu'on ait connus, une absence de visibilité sur les affaires économiques en 2013 et des prélèvements obligatoires qui sur les 4 dernières années amènent la France à être le pays d'Europe, voire l'un des pays de l'OCDE sur lesquels les prélèvements obligatoires sont les plus importants. Une réponse qui, évidemment, ne satisfait pas les syndicats. Il faudra effectivement que le MEDEF bouge. Je crois que c'est ce qui lui a été dit aujourd'hui par l'ensemble des organisations. Certes, il y a quelques nuances. Nous sommes sur les cotisations, sur les ressources. D'autres veulent jongler entre les ressources et les dépenses. Nous, on pense que les retraités ne doivent pas subir finalement les conséquences des politiques menées antérieurement. Patronat et syndicats se laissent du temps jusqu'en mars pour trouver un terrain d'entente. Mais il y a urgence, les régimes de retraite complémentaires de l'ARGIR et de l'ARCO sont déficitaires et donc à moyen terme menacés. La France conserve son triple A, mais sous perspective négative. Fitch pourrait baisser la note de la France en 2013. L'agence de notation surveillera particulièrement l'ampleur des réformes économiques et surtout celle du marché du travail. Commentaire de François Hollande. La France ne détermine pas sa politique par rapport à une agence de notation, mais par rapport à l'intérêt de la France. Le référendum proposé par Bernard Accoyer marquera-t-il une sortie de crise à l'UMP? Rien n'est moins sûr, car les parlementaires restent divisés sur l'initiative du député UMP de Haute-Savoie, Sandra Cerqueira. En coulisses, les tractations continuent entre les proches de Copé et Fillon avant la consultation des parlementaires mardi prochain. Pour ou contre un nouveau vote d'ici à juin 2013, le clan Fillon parie sur l'arme du référendum pour mettre la pression sur Jean-François Copé. Car la majorité des parlementaires a soutenu François Fillon et le oui devrait l'emporter. C'est enfin l'occasion de sortir de la crise, selon certains sénateurs UMP. Et c'est vrai qu'il faut que ça s'arrête maintenant. Le poids de dire on va faire trancher par d'autres est peut-être un des moyens de les amener à trouver la bonne solution. Et c'est ce que je souhaite. Moi, je suis pour l'unité. Mais nombreux sont ceux qui aimeraient que le vote soit annulé pour éviter de nouvelles divisions. Leur crainte, que le référendum précipite l'explosion du parti. Le poids des parlementaires est tel qu'il sera impossible à la direction du mouvement de ne pas en tenir compte. Mais j'espère que d'ici là, les contacts entre les représentants de Jean-François Copé et de François Fillon aboutiront. Et je préfère toujours ce qui est fait de façon diplomatique plutôt qu'aller à un vote de défiance le cas échéant. Le clan Copé va-t-il céder avant le vote de mardi? Même ses soutiens commencent à s'inquiéter de sa stratégie. Pour l'heure, il y a toujours blocage autour du calendrier d'un nouveau vote. La réserve parlementaire dont disposent députés et sénateurs pour aider financièrement leur circonscription fait à nouveau parler d'elle. Pour la première fois, le député PS René Dosière a obtenu le détail de sa répartition département par département. Et vous allez le voir, certaines circonscriptions sont mieux loties que d'autres. Paul Bouffard.
150 millions d'euros, un pactole qui fait débat. Derrière cette somme se cache la réserve parlementaire. Le député apparenté PS, René Dosière, propose de supprimer celle du Sénat, 58 millions d'euros environ. Motif, manque de transparence. Sur Twitter, immédiatement, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol veut être claire. Elle publie un document détaillant les sommes versées. Car, vous avez dit opaque, pour le sénateur UMP Philippe Marini, rien de choquant dans une république parlementaire. Nous sommes dans un régime électif. Il y a des élections dans ce pays depuis le 19e siècle. Et les élus, c'est assez naturel, c'est le principe de l'élection. Ils s'efforcent de se rendre sympathiques à leurs électeurs. Financement communal ou d'association, 10, 15 ou 20 000 euros pour le sénateur Mickel. La cagnotte ne sert qu'à boucler des projets. C'est à la discrétion du parlementaire, et alors? Et la DETR est à la discrétion du préfet. Je ne vois pas quel critère mettre. Ou alors, il faut la supprimer, comme ça on n'en parlera plus. C'est pas un avantage particulier réservé aux parlementaires. Les parlementaires l'utilisent, encore une fois, pour financer des projets dans leur département. Au PS, la répartition est égale, environ 130 000 euros par personne. À l'UMP, la somme attribuée varie selon chaque sénateur, au bon vouloir du président de groupe. Les inégalités ne sont pas nouvelles, avec des écarts de 1 à 10 entre départements. Une fois de plus, tout est normal pour Philippe Marini. Selon les calculs du journal Le Parisien, l'homme en 2010 aurait reçu la somme de 4 millions d'euros. Chez les parlementaires, c'est un peu comme ailleurs. Il y en a qui travaillent plus que d'autres, qui passent beaucoup de temps au Parlement, n'est-ce pas, qui s'investissent dans les sujets parlementaires. Puis il y en a qu'on voit pas beaucoup, viennent faire un petit tour comme ça. Certains appellent à la réforme. La sénatrice Laurence Rossignol voudrait tout simplement casser ce côté cagnotte en la renommant Fonds parlementaire pour les territoires. Début de l'examen du projet de loi de finances rectificative ce matin au Sénat. Un budget marqué par un crédit d'impôt compétitivité de 20 milliards d'euros et par des hausses de TVA, mais aussi par la lutte contre la fraude fiscale. Elle fait l'objet de plusieurs articles dans ce texte. Écoutez ce qu'en disait ce matin Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget. La lutte contre la fraude fiscale fait l'objet de plusieurs articles dans cette loi de finances rectificative. Qu'il s'agisse des entreprises ou qu'il s'agisse des ménages, des dispositions importantes sont proposées au Parlement. Quant aux sommes déposées en dehors de nos frontières et qui, par la notoriété qu'elles peuvent avoir à l'occasion, ont retenu l'attention de quelques-uns, je veux indiquer que, à ma demande, le gouvernement a très considérablement durci les sanctions dès lors que la découverte avérée en serait faite. L'examen du projet de loi de finances rectificative qui pourrait à nouveau se solder par un rejet si les communistes maintiennent leur veto. À suivre les temps forts de la semaine au Sénat, préparés par Nadia Belromari. Le Sénat donne son feu vert à la Banque publique d'investissement pour accompagner le développement des PME. Toute la gauche sénatoriale s'est unie face à la droite pour faire voter le texte. La BPI est pour moi le porte-avions du pacte de compétitivité. Vu de l'extérieur, ce porte-avions a fière allure. Mais est-il doté des moteurs et de la capacité opérationnelle indispensable? Le Sénat a renforcé le poids des régions dans la future compagnie financière. Le président du comité national d'orientation pourra participer aux travaux du conseil d'administration. Les présidents de région ont été rétablis à la présidence des comités régionaux d'orientation. Une commission mixte paritaire doit harmoniser les positions entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mardi, la ministre en charge de l'économie numérique a présenté sa feuille de route pour résorber la fracture numérique en France. La politique du très haut débit a besoin d'un pilotage clair et affirmé par l'État. Le très haut débit partout et pour tous, c'est donc l'objectif à 10 ans. Un objectif partagé par Hervé Moret, sénateur centriste de l'Eure, qui a fait adopter à la quasi-unanimité au Sénat un texte ensuite rejeté par les députés. Cette proposition de loi comporte un certain nombre de carences juridiques et des dangers économiques qui ne pouvaient constituer une réponse souhaitable et surtout pérenne. Objectivement, en 7 mois, rien n'a changé sur le haut débit. Vous avez enterré ce texte avec beaucoup de violence et de mépris. Fleur Pellerin a réaffirmé son opposition à une fusion entre l'ARCEP et le CSA. Le Sénat devra à nouveau auditionner la ministre en janvier prochain.
Mercredi, Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France, a dressé un état des lieux du numéro 2 européen des transports aériens. Avec les leasings d'avions, notre dette totale s'élèverait aux alentours d'11 milliards d'euros. Donc c'est par rapport à des fonds propres qui s'établissent à 5 milliards. Du coup, la compagnie a mis en place un plan de restructuration pour relancer sa rentabilité d'ici 2 ans. Autre point abordé par le PDG d'Air France, le low cost. Nous ne proposons pas un produit sous la marque Air France qui soit un produit low cost, et ce serait une erreur de le faire, parce que ça tirerait la marque vers le bas. C'est Transavia, la division indépendante du groupe, qui assurera des offres à prix cassé. Gérard Longuet et Gilbert Collard assignés par des associations pour injures publiques pour le bras d'honneur qu'ils avaient fait en réponse au gouvernement algérien, exigeant que la France reconnaisse les crimes du colonialisme. L'ancien ministre de la Défense et sénateur UMP de la Meuse, Gérard Longuet, avait effectué ce geste le 30 octobre pendant le générique de fin de l'émission politique de Public Sénat, preuve par 3. Tam Tranoui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors le texte sur le logement social revient en séance lundi soir à 21h30. C'est l'ultime étape d'un parcours chaotique. Et oui, c'est le projet de loi au long cours et c'est un comble puisqu'il est daté d'abord arrivé en procédure accélérée au mois de septembre. Je vous rappelle l'objectif de ce texte juste en 2 mots, prévoir la cession à bas prix voire gratuite de terrains publics pour y favoriser la construction de logements sociaux et augmenter le taux minimal d'habitat social dans les communes. L'objectif à l'heure avouée du gouvernement, débuter la rentrée avec un texte fort, populaire et appliqué dans les plus brefs délais. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et bien là, le gouvernement avait plutôt choisi la précipitation, puisque le texte examiné en séance publique au Sénat était le texte du gouvernement et non le texte amendé par la Commission des affaires économiques, comme cela aurait dû être le cas. Cela n'a l'air de rien, cela a l'air très technique, sauf que cela a tout simplement entraîné l'invalidation du texte par le Conseil constitutionnel le 24 octobre, au motif du non-respect de la procédure parlementaire. Alors donc on l'a dit, le texte revient au Sénat, mais également de façon expéditive, car il arrive un lundi soir, un jour où les sénateurs ne siègent pas à la Haute Assemblée, car ils sont souvent dans leur circonscription. Effectivement, il risque de ne pas y avoir grand monde dans l'hémicycle, et cela fait grincer des dents dans les rangs de l'UMP, puisqu'on dénonce l'absence de débat. Philippe Dallier, par exemple, pour qui c'est un sujet très concernant, puisqu'il est maire d'une ville populaire, les Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, il estime tout simplement que Cécile Duflot, la ministre du Logement, n'a aucune considération pour le Parlement. En exemple, le texte était initialement prévu pour être examiné le 6 décembre, et bien ensuite pour le 18, enfin le 17 après-midi, et bien finalement c'est le 17 au soir à 21h30, vous l'avez dit, qui a été retenu. Les amendements, environ 120 qui ont été examinés en commission, ont tous reçu un avis défavorable, et Cécile Duflot aurait même qualifié les parlementaires ayant déposé des amendements de récidivistes. De son côté, le président socialiste de la Commission des affaires économiques, Daniel Raoul, fait valoir que la précédente loi n'a été invalidée que sur la forme et non sur le fond. Il est donc normal, selon lui, que les Sénats votent une loi quasi identique à celle qui a été adoptée le 10 octobre par le Parlement. Bref, la première fois, la loi a été invalidée parce que le rapporteur n'avait pas eu le temps de rapporter. Eh bien, cette fois-ci, il n'y a tout simplement plus rien à rapporter. Merci beaucoup Tam pour vos éclairages. À quelques semaines de l'ouverture des débats au Parlement, les partisans du mariage homosexuel appellent à descendre dans la rue ce week-end. Les associations s'attendent à une forte mobilisation. Il faut dire que les partis de la majorité ont appelé à manifester massivement dimanche. Cécile Sixou. Pour aller manifester dimanche, Catherine a tout préparé. On aura donc ces grandes affiches recto verso qui seront portées et je pense qu'on aura même d'ailleurs, on va essayer d'avoir quelques stickers qui permettront d'être collés sur les vêtements des différentes personnes. Porte-parole d'une association de défense des droits gays et lesbiens qui compte 600 membres, elle espère bien retrouver dans la rue une solidarité qui va au-delà du monde homosexuel. Et ça va être un vrai moment avec beaucoup d'hétérosexuels qui seront présents parce que finalement la finalité c'est ce combat doit être porté par tout le monde et à force de le porter que nous-mêmes, on nous oppose effectivement une forme de communautarisme. Déjà sur la toile, les appels à manifester sont nombreux. Des sites ont vu le jour pour l'occasion comme celui des femmes hétéros ou de chanteurs. Côté politique, le PS a lancé une pétition déjà signée par plus de 60 000 personnes. Une manière pour la majorité de défendre son projet auprès des citoyens, mais aussi de contrer l'UMP, très active sur le sujet.
La droite aujourd'hui a décidé de mobiliser avec beaucoup d'énergie sur cette question, essayant de faire peur, falsifiant aussi souvent les termes mêmes du débat. Comme l'a annoncé Jean-François Copé, l'UMP se joindra au mouvement des Antilles prévu le 13 janvier prochain. Avec déjà 2 manifestations à leur actif, les opposants au mariage pour tous veulent augmenter la pression sur le gouvernement. Il doit y avoir également un complément auprès des maires et également auprès de la représentation nationale pour amener les députés, les sénateurs à peut-être mieux percevoir les conséquences négatives de cette évolution inouïe. Les débats débutent au Parlement le 29 janvier. Ils risquent d'être houleux. Nous ouvrons le débat de ce 19h consacré ce soir à la mobilisation en faveur du mariage pour tous. Sur ce plateau, 2 sénatrices, toutes 2 élues du Val-de-Marne. Bonsoir mesdames. Je me tourne vers vous, Esther Benbassa. Première question, on a vu que le PS se mobilisait ce week-end. Les écologistes aussi, vous serez dimanche dans les cortèges ? Ça va de soi, je vais même déposer la loi pour le mariage pour tous le 28 août au Sénat. Vous pensez quand même que je vais y être. Est-ce que la majorité a vraiment besoin de remobiliser, vous pensez, l'opinion publique sur ce sujet du mariage pour tous ? Je crois qu'on ne va pas quand même laisser à la droite et aux religieux de nous empêcher de faire passer cette loi qui est quand même une fin des discriminations si elle passait, puisque le mariage concernera tout le monde, hétéro et homo. Et nous voulons quand même dire à la droite que nous sommes là. Je crois qu'il y a eu un petit flottement et qu'on ne s'est pas assez mobilisé face à la droite qui a fait 100 000 personnes, je crois, il y a 3 semaines. Catherine Procaccia, donc vous, on sait que vous êtes contre ce projet de mariage pour tous. Qu'est-ce qui vous gêne exactement dans le projet gouvernemental ? En tout cas, je peux dire que c'est des convictions et ce n'est pas pour me mobiliser contre la gauche ou me mobiliser contre les Verts et d'autres personnes. C'est une conviction qui, moi, m'empêche d'être favorable. Pour moi, le mariage, c'est entre un homme et une femme. C'est pour avoir des enfants et non pas pour avoir un droit à l'enfant, comme on a un droit au logement, comme on a un droit au SMIC. Je crois que ça se conçoit d'une façon complètement différente. Ce n'est pas parce que c'est la gauche qui défend le projet que j'y suis opposée. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a besoin de remobiliser l'opinion publique sur cette question ? Le gouvernement, je ne sais pas. Les parlementaires se sentent un petit peu désavoués sur un certain nombre de points. Ils ne sont pas suivis, donc ils relancent effectivement, ils vont beaucoup plus loin, je crois, que ne le souhaitait même le président de la République sur le mariage, puisque un débat, un vrai débat au sein de la société aurait pu avoir lieu. Et pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y a eu un débat. Il y a des manifestations, mais au Parlement, si j'ai vu ce qui s'est passé dans les auditions à l'Assemblée nationale, il y avait vraiment que les pensants d'une couleur et qui étaient là pour dire il faut le faire et non pas entendre ceux qui estiment qu'il ne faut pas le faire. Est-ce que vous pensez, Esther Benbassa, que le succès des rassemblements de ce week-end va peser sur l'examen du texte qui arrive, on va le rappeler, le 29 janvier à l'Assemblée nationale ? Il ne va pas peser, enfin il est là pour montrer que ce droit au mariage appartient à toute la société, qu'il n'y a pas des citoyens de seconde zone. Je comprendrais la conviction de Madame Procaccia s'il s'agissait d'un mariage religieux, qu'il soit catholique, musulman ou juif. Mais dans le mariage civil, je ne vois pas pourquoi un homme... enfin, il n'y aurait qu'un homme et une femme qui se marieraient et pas 2 hommes, 2 femmes. Bon, je crois que la société a bien avancé dans ce sens et disons, cet empêchement au mariage des homosexuels est une sorte, disons, de discrimination qui va à l'encontre des libertés individuelles dans un pays comme le nôtre, qui est le pays des droits de l'homme. Vous ne partagez pas cet avis, ça ne va pas à l'encontre des libertés individuelles. Ça ne va pas à l'encontre des libertés individuelles. Je trouve un peu paradoxal que les homosexuels veuillent se marier alors que nous, dans les mairies, on voit que les gens se marient moins.
que le Pacs qui avait été créé pour les homosexuels. Non, mais justement, les Pacs sont beaucoup plus, existent beaucoup plus entre des couples hétérosexuels qu'avec des couples homosexuels. C'est-à-dire que le mariage est devenu d'une certaine sorte désuet. Donc, pourquoi réclamer le mariage homosexuel, hormis à titre de provocation? Je comprends bien que les couples homosexuels veuillent avoir les mêmes droits et progressivement dans les textes on a mis les mêmes droits, mais pourquoi ne pas aménager le Pacs qui est ce mariage, qui est une forme de mariage qui existe et de contrat. Pourtant cette semaine le chef de l'État a parlé d'évolution historique. Les autres pays européens, la Grande-Bretagne va donc proposer également le mariage civil le mardi prochain. 7 des pays de l'Union européenne autorisent donc le mariage pour tous. Donc c'est pas du tout une évolution historique pour vous? Pour moi, c'est une évolution que je réprouve, et je réprouve particulièrement tout ce qui est lié en plus à l'adoption, qui est lié à la procréation médicale assistée. Alors justement, on va y venir, parce que sur ce sujet de la PMA, la procréation médicalement assistée, le chef de l'État a ouvert une brèche cette semaine en disant que le Parlement serait souverain. Il ne sera donc pas opposé à des amendements pour autoriser donc la PMA aux couples de lesbiennes. Une réaction, Esther Benbassa? Ah oui, là, il était temps quand même. Vous savez, le groupe ELV avait déposé une loi avec la PMA et la transcription dans l'état civil des enfants nés par GPA, par gestation pour autrui. En revanche, Dominique Bertinotti a dit qu'il n'y aura pas de débat sur la GPA. Les mères porteuses ne sont pas dans le projet gouvernemental. Je ne parle pas de la GPA. La GPA relève d'un débat dans le pays éthique, et ce n'est pas la même chose. En revanche, la transcription des enfants qui existent déjà dans l'état civil serait bienvenue. Et bon, je crois qu'à un moment donné, les socialistes avaient fait une loi, disons, minima, et là, devant la ferveur de ceux qui attendent ce mariage gay et les revendications a laissé à la sagesse des parlementaires de décider de l'amendement. D'ailleurs, nous allions faire un amendement dans ce sens. D'ailleurs, d'autres amendements aussi sur l'adoption et sur le rôle du beau-parent. Mais Catherine je voudrais répondre une seconde à Madame Progressia. Je voudrais lui dire que bon, les gens choisissent s'ils veulent le mariage, le Pacs, le concubinage, ce qu'ils veulent. Et c'est pas à nous de décider pour les autres et de leur dire non. D'accord, le législateur suit l'évolution d'une société. Le législateur n'est pas un homme et une femme seuls dans une cage et qui décide. On est près de 900 législateurs, on n'est pas tout seul. Oui, mais on n'est pas seul. Non, mais sur la PMA, vous dites quoi? C'est raison de plus pour ne pas voter ce texte, c'est ça, Catherine? Parce que la PMA a toujours eu un objectif médical. C'est fait pour les personnes qui ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est pas fait pour régler le fait qu'on est homosexuel. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous allez gager vos amendements? Puisque de toute façon, la PMA, ça vaut à peu près 10 000, 15 000 euros, si ce n'est pas plus. Si on applique les règles de la PMA, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir jusqu'à 6 fécondations in vitro remboursées par la Sécurité sociale, ils peuvent avoir d'autres, il y a les arrêts maladie, il y a tout. Ça peut coûter entre 15 000 et 20 000 euros par personne. Qui va financer ça? Est-ce que vous croyez qu'on est en train de diminuer les allocations pour les familles et on va devoir financer encore sur la sécurité sociale la prestation médicale assistée pour des couples qui peuvent faire qui n'ont pas d'enfants? Parce qu'ils ont fait le choix de ne pas créer et ne pas vivre comme les débats. Ils veulent se marier pour avoir des enfants. Mais les enfants, ça on voit que le débat s'annonce animé. On a posé la question à notre partenaire, aux internautes du nouvelobs.com. Êtes-vous pour la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes? Eh bien, ils ont répondu oui à 45%, non à 52%, ne se prononce pas 3%. Et pourtant, c'est le Nouvel Obs. Et pourtant, c'est le Nouvel Obs. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été les invités de ce 19h. On suivra bien entendu les débats quand le texte arrivera au Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, Focus, consacré à la sénatrice centriste du Rhône, Muguette Dini, qui se bat contre les violences faites aux femmes. Très bonne soirée à tous.
Depuis qu'elle est sénatrice du Rhône, la centriste Muguette Dini a fait de la lutte contre les violences conjugales une priorité. Une loi très attendue est votée à l'unanimité en 2010. Quel bilan peut-on en faire 2 ans après sa mise en œuvre ? En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. Déclarée grande cause nationale par François Fillon en 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes a donné lieu au vote d'une nouvelle loi. Muguette Dini était alors rapporteure au nom de la Commission des affaires sociales sur cette loi relative aux violences conjugales. Elle y a d'ailleurs consacré un rapport. C'est l'histoire d'une de ses proches qui lui a donné envie de faire bouger les choses. L'histoire de sa filleule battue par son concubin. J'en ai conclu que c'était pas facile de révéler qu'on était victime. Il fallait vraiment que ça déborde pour que les gens, les femmes viennent en parler. Et donc il fallait les aider à s'exprimer. Muguette Dini se rend à la brigade de protection des familles de la gendarmerie de Lyon. Pour l'adjudante-chef, la loi de 2010 est une petite révolution. Le juge peut désormais mettre une femme à l'abri en prononçant une ordonnance de protection. C'est le conjoint violent qui quitte le domicile et non plus la victime. Avant, elles avaient la crainte, elles disaient souvent « je viens déposer plainte mais ça ne servira à rien parce que le soir je vais rentrer à la maison et que ça risque au contraire d'empirer les choses ». Aujourd'hui, on peut mettre en place vraiment un scénario de protection, faire partir l'auteur des violences de la maison. Dans cette brigade, on a mis en place un questionnaire pour une meilleure prise en charge. Situation de famille, histoire du couple, type de violence exercée, autant d'éléments qui peuvent servir en cas de procédure judiciaire. Et on se rend compte que c'est au fur et à mesure du questionnement qu'elles réalisent qu'elles sont victimes. Mais le problème, c'est le manque de formation des professionnels, auquel s'ajoute la lenteur administrative. D'autant que la loi est encore méconnue. Dans bon nombre de tribunaux, les formulaires de requête d'ordonnance de protection n'existent même pas. Certains magistrats dans certaines juridictions sont moins réactifs que d'autres et on laisse quand même les conjointes rentrer chez elles et la décision de l'éloignement peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours et la moyenne nationale est de 26 jours. Et bien entendu, c'est très dissuasif pour les victimes qui se disent mais on va prendre cette décision, mais quand ? Les violences conjugales font l'objet de moins de sensibilisation que la prévention routière. Muguette Dini le regrette, car à chaque nouvelle campagne, le nombre de plaintes augmente. Quand on sait que 10% des femmes sont victimes de violences conjugales et qu'on voit le nombre de plaintes qui est important mais qui ne correspond pas à 10% du nombre de femmes adultes, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées. Dans cette association lyonnaise, des victimes se manifestent chaque jour, issues de tous les milieux sociaux. Le plus difficile, c'est de briser le silence. Les dames arrivent souvent, elles viennent à la permanence, puis parfois, souvent elles nous disent « Ah ben voyez, moi j'ai tout ça, mais je ne suis pas victime. » J'ai souffrance, brutalité, mépris, injure, humiliation, jalousie, menace, honte, violence en famille, isolement, inceste, vol, blessure, chantage, peur, agression, viol, harcèlement, mariage forcé, voilà. Mais je ne suis pas victime. Ça, mais je ne suis pas victime, ça commence comme ça. 2 ans après, cette avocate salue les avancées de la loi de 2010, mais regrette une mise en pratique difficile. Souvent, le conjoint peut être interdit d'accès au domicile, tout en ayant un droit de visite. Et cela se complique pour les familles recomposées. La question d'appliquer cette procédure de l'ordonnance de protection pour une femme qui était d'origine étrangère, qui avait rejoint son mari et qui donc était complètement isolée. Mais il se trouve que le mari avait 4 enfants à sa charge d'une autre union. Donc évincer le mari du domicile, quid des enfants. Des victimes invisibles. En France, plus d'1 million d'enfants seraient témoins de coups entre leurs parents.